Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là, toujours fidèle à nos programmes. Merci de ton temps de nous accompagner régulièrement dans votre espace. Bonjour d'Algérie. Bien aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 juin. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30 avec bien sûr des invités et des thématiques tout à fait intéressantes. Nous sommes à J-, bien sûr, de l'Aïd el-Fitr. Nous sommes très contents, bien sûr, de vous accompagner pour cette émission spéciale. Le jour de l'Aïd, ça sera donc, Inch'Allah, vendredi ou samedi. La nuit du doute, ce sera donc jeudi. Et puis, on en parlera, bien entendu. En tout cas, on va continuer à parler du mois sacré de Ramadan avec son lot aussi donc, de soirées, de divertissement et surtout ce mois donc, de piété, de partage avec donc, nos invités. Nous parlerons association et nous parlerons partage et surtout solidarité avec cette association qui nous vient de Tipaza. Il s'agit de l'association Rahma qui viendront nous parler bien sûr de cet élan de solidarité durant le mois de Ramadan et bien entendu avec l'arrivée de l'Aïd Sghir, Inch'Allah. Eh bien, nous allons également parler donc de médecine. Chaque mercredi, nous avons coutume de parler santé avec notre invité, un représentant du ministère de la Santé. Aujourd'hui, nous parlerons de la tension artérielle, l'hypertension artérielle. Pour nous en parler, nous aurons un spécialiste en médecine interne sur notre plateau. Et puis, nous aurons le volet littérature aujourd'hui avec un traducteur qui sera sur notre plateau pour nous parler de la traduction des œuvres de Mouloud Mamri, lui qui a été donc un linguiste, auteur aussi à succès et bien sûr lui qui est donc anthropologue, chercheur. Il viendra nous parler donc des œuvres de Mouloud Mamri, surtout traduites en langue amazigh avec le HCA qui a eu donc ce projet de traduction. Bien sûr, nous allons continuer avec Lilia Ben Nasser dans l'agenda culturel. Nous aurons à parler aussi de ces derniers jours de mois sacré de Ramadan et les rendez-vous à ne pas rater. Avec aussi nous allons revenir sur cette médina, la médinatique qui a pris effet mardi dernier. Ça se passe du côté de l'Achour. Tout a été fait pour que les enfants puissent profiter de ces soirées et surtout les parents, bien entendu. Nous verrons avec l'organisateur, un des organisateurs, toutes les variantes qu'il y a lors de cette médina, au niveau donc de cette médina. On parlera en détail avec lui. Eh bien, on terminera aussi l'émission avec un gala, surtout un spectacle qui aura lieu après le Eid, bien sûr. Ça sera entre le 27 et le 28 juin. Deux méga concerts, en tout cas avec des artistes qui sont très cotés, très appréciés. Ils nous viennent donc de France avec, il y aura donc Tikenja Fakoli qui sera donc nous représenter le reggae international et puis Riles, phénomène algérien qui fait un tabac sur les réseaux sociaux. Il sera là à partir du 27 et 28, deux concerts à ne pas rater. Il y aura donc leur producteur pour nous parler donc de ce concert en détail. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Et puis tout de suite, c'est les nouvelles du ciel avec Amel Aribi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Elle est là. Comment ça va, Amel? Ça va, Amel. Ça fait longtemps. Oui, tape 5, Amel. Ça fait très longtemps. Ça faisait longtemps. Oui. Bon, on aime bien. C'est souvent avec Mina, on a pris habitude d'avoir des journées fixes. Exactement. Voilà. Des journées fixes. Oui. Alors donc, ça nous fait plaisir de changer comme ça. Oui, de temps en temps. Alors, Ramadan, comment ça s'est passé? Ça va, grosso modo. Bien ça que va. toutes les deux, on se voit hein, Oui, en coulisses oui, chaque lundi, mardi. Oui. Ça va, grosso modo, ça va. Voilà. Ouais. Prête pour le Eid? Prête pour les. Oui. Avec les gâteaux et son lot bientôt fini. de fatigue. Bientôt fini, oui. Bientôt fini, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, les nouvelles du ciel vont être clémentes? Que du beau soleil. D'accord, on vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous. Eh bien pour aujourd'hui, le soleil sera bel et bien présent sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, avec toutefois quelques passages nuageux en ce début de matinée à l'est du pays, pouvant engendrer quelques pluies sur les Aurès, avec toutefois des formations nuageuses toujours sur le haut plateau de l'ouest et le centre, avec des foyers orageux. La moitié sud plutôt voilée vers l'extrême sud, le Egart Sidi, ainsi que vers le Sahara oriental. Partout ailleurs, le temps restera plutôt dégagé. Le soleil sera au programme sur le sud-ouest, la Sahara, le Nord-Sahara, les oasis, également le Sahara central. Quant aux températures, eh bien, elles seront plutôt agréables et parfois élevées par endroits. Le maximum cette fois-ci de 33 degrés du côté de Khanchla, 27 Alger, 30 du côté de Mascara et Oran, 28 Tizi Ouzou Al Bayad, 29 Tlemcen, 26 degrés à Annaba, Sétif, Djelfa, 24 à Batna, au sud 37 degrés à Tindouf, Gardaya, 36
36 degrés du côté de Bécha, 36 également Biskra, 39 Hassim Saoud Ouargla, 43 degrés Ilizi, 40 Tamanrasset Janet, 46 degrés à Insalah et enfin le maximum 47 degrés du côté de Borj Beji Mokhtar et Ingzam. Il faut dire que c'est des températures caniculaires. Et comme toujours, on va faire un petit tour du côté de l'Europe où le temps va s'améliorer progressivement du côté de l'Est avec des passages nuageux vers Oslo, Helsinki, également Bucarest, Varsovie, des passages nuageux à Londres, Paris, Bordeaux, un temps nuageux à Marseille, Berlin, accompagné de pluie par contre à Copenhague ainsi qu'à Budapest et Rome. Le soleil restera présent à Athènes ainsi qu'à Lisbonne. Côté température, eh bien, on relèvera 17 degrés à Helsinki, 22 Oslo, Londres, également Berlin, Copenhague, 20 degrés à Paris, 24 à Marseille, 26 degrés à Madrid, 21 Dublin, 33 degrés à Athènes et le maximum cette fois-ci à Bucarest avec 34 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Vous avez suivi l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Également. Et puis à midi pour d'autres bulletins météo. Midi, 19h, oui. Voilà, avant 19h. Oui. Ah, pardon, cette fois-ci c'est à 18h. Bien sûr. Oui, avec le décalage. Et puis vous allez retourner faire vos gâteaux. Ah oui, oui. Allez, après. Bon courage et bonne journée. Merci. Eh bien, on va vous offrir une belle chanson pour débuter l'émission avec l'association musicale El Jenadia. On se retrouve juste après.
Très belle voix et douce voix matinale à travers donc cette interprétation de l'association El Jannadi. Eh bien, nous allons parler santé tout de suite. Comme chaque mercredi matin, nous avons donc pris en tout cas l'habitude de recevoir des médecins pour nous parler des pathologies liées bien sûr surtout avec le jeune en ce moment, comment faire face à certaines pathologies. En tout cas, nous allons parler aujourd'hui d'hypertension artérielle avec notre médecin Abdelmajid Oulkhiyar. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue parmi nous. Bienvenue à vous. Ça s'est bien passé. Et à tous les téléspectateurs. Voilà, exactement. Alors, vous êtes spécialiste en médecine interne à l'EPSP de Bouzerreha. Voilà. Alors, vous êtes là pour nous parler, bien sûr, de cette tension artérielle qui, quelquefois, vacille entre l'hypertension, l'hypotension. Bien sûr, c'est des pathologies, hein. Très bien. Donc, on va parler de l'hypertension artérielle et avec précision de l'hypertension artérielle essentielle. Essentielle. C'est l'hypertension qui est sans cause décelable. C'est ça. À côté, en opposition, il y a les hypertensions qu'on dit secondaires, c'est-à-dire dues à une cause bien précise et qui peut être guérie, entre autres, chirurgicalement. Donc, pour l'hypertension artérielle essentielle, c'est une maladie chronique, tout le monde le sait. C'est la première maladie chronique au monde. Elle touche, selon les statistiques de l'OMS, un tiers de la population mondiale, ce qui est très, très important. Oui, très important. Et qui peut être dangereux aussi pour la santé de l'individu. Absolument, on va parler de ça tout à l'heure. Et donc, en Algérie, il y a des projections qui indiquent qu'en 2020, il y aura plus de 2 millions d'hypertendus. Wow. Voilà, c'est un chiffre aussi important. Maintenant, en ce qui concerne sa gravité, il faut savoir qu'en 2011, toujours selon l'OMS, l'hypertension artérielle a été à l'origine de plus de 7 millions de décès dans le monde. Hein. Voilà. C'est énorme. Cette gravité, elle est par rapport à deux aspects. Premier aspect, c'est que c'est une maladie, tout le monde le sait aussi, silencieuse, dont l'évolution est insidieuse. C'est ça. Et après plusieurs années d'évolution, elle va se manifester par des complications qui peuvent être gravissimes, parfois mortelles. Ça touche bien sûr une catégorie, bien entendu, d'individus. Hein. C'est selon l'âge. C'est les adultes. C'est les adultes. En général, c'est à partir de 30 ans. À partir de 30 ans, on peut avoir... parce que souvent, à un âge plus jeune, souvent il s'agit d'hypertension artérielle secondaire. Donc, curable. C'est occasionnel. Voilà, elles sont liées à d'autres maladies, à des maladies endocriniennes, à des maladies rénales, etc. Et parmi ces maladies, il y a certaines qui peuvent être guéries, surtout par la chirurgie. Voilà. Donc, on revient à la gravité de l'hypertension artérielle. Elle est grave par deux aspects, donc je disais. Premier aspect, donc c'est une maladie silencieuse dont l'évolution est insidieuse et qui peut se manifester après plusieurs années par des complications. Deuxième aspect de gravité, c'est que c'est une maladie qui constitue un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. Voilà, donc tout le monde actuellement connaît les facteurs de risque. Les facteurs de risque, voilà.
Et donc, c'est une pourvoyeuse de maladies cardiovasculaires. Donc, les maladies cardiovasculaires, ça touche le cœur, ça touche le cerveau, ça touche le rein, ça touche les artères, ça touche les yeux. Et tout ça peut donner des complications. Et par ricochet, ça peut entraîner bien sûr une paralysie, ça peut entraîner une aphasie, ça peut voilà. entraîner... Si ça touche le cerveau, ça peut entraîner une dégradation, bien sûr. Une paralysie, une parésie, etc. Une aphasie, voilà. Et si ça touche le cœur, ça peut entraîner un infarctus du myocarde. Voilà. Si ça touche les reins, ça peut entraîner une insuffisance rénale chronique. Qui peut évoluer vers l'insuffisance rénale, qui peut évoluer vers la dialyse, l'insuffisance rénale terminale. C'est vraiment enchevêtré et c'est en relation voilà, c'est vraiment enchevêtré. Et tout ça fait la gravité de cette hypertension si elle n'est pas prise en charge. Hein. Je dis bien si elle n'est pas prise en charge à temps et efficacement. Exact. Quelquefois, les patients découvrent qu'ils ont une tension élevée par hasard. En allant chez un médecin. Voilà. Vous me tendez la perche, c'est pour parler du dépistage. C'est ça. C'est ce qui est un terme très important à souligner. Il faut dépister l'hypertension artérielle. Comment ça se dépiste? Ça dépiste tout simplement quand on va chez son médecin, chez un médecin. La prise de la tension artérielle fait partie de l'examen du médecin. Donc, c'est une occasion pour dépister. Donc, à la consultation du médecin, elle peut être dépistée par soi-même, par la personne, l'individu lui-même, chez lui. Comment? Par l'autoprise l'automesure de la tension artérielle. L'automesure de la tension artérielle, ça a un protocole bien précis. Il faut savoir l'apprendre. La première condition, la prise de la tension artérielle se fait après un repos. Voilà. Après un repos. Pas après un repas. Pas après un repas. Parce que la digestion fait que la tension il y a des petites inégalités. Pas après avoir pris une cigarette aussi, pas après avoir fumé. C'est-à-dire l'idéal, pas c'est après un effort. Le matin, le soir. Pour prendre la tension artérielle, pour faire son diagnostic soi-même, il faut prendre 3 fois la tension artérielle à quelques minutes d'intervalle le matin et 3 fois le soir. Et ceci 3 jours de suite. Il faut avoir des chiffres élevés. On va parler tout à l'heure de la définition, elle est rapide. Et bien sûr, il y a la minimale il y a la minimale et la maximale. Alors, il y a aussi ce phénomène que tout le monde peut-être a déjà vécu, c'est le phénomène du syndrome de la blouse blanche. C'est-à-dire quand on va chez le médecin, au moment où on prend sa tension, automatiquement, c'est la peur, c'est ça, l'angoisse. Il y a certaines personnes qui sont un petit peu anxieuses, un petit peu stressées. Chaque fois qu'elles vont chez le médecin, il y a une petite élévation de la tension artérielle, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont hypertendues. C'est ça. Et comment vous faites la différence? D'où l'importance de l'automesure tensionnée qui se fait chez soi. Donc, après ces mesures, on peut diagnostiquer l'hypertension. Comme elle peut être diagnostiquée aussi par la MAPA, qui est prescrite par le médecin. La MAPA, c'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle. C'est un petit appareil qu'on branche chez le malade et qui va prendre la tension artérielle pendant 24 heures. Très bien. Donc, il va nous donner des chiffres au repos, même quand le malade dort, etc. Et ça a des chiffres bien précis pour parler d'hypertension artérielle. Donc, pour définir rapidement l'hypertension artérielle, c'est des chiffres de maxima et de minima. Pour la maxima, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 14. En parlant un langage de tous les jours. Donc à 14. Pour la minima, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 9 pour parler d'hypertension. L'un ou l'autre. Hein. Donc, on peut avoir... tension normale, ça serait 12. La tension optimale, c'est 12,8. 12,8, c'est la meilleure tension qu'on puisse avoir. Elle peut évoluer chez certains individus à des valeurs plus basses
ou bien encore plus haute, sans arriver à 14,9, sans arriver ou dépasser 14,9. Voilà. Il y a le facteur héréditaire, bien sûr, quand Il y a le facteur, la famille, il y a donc absolument, une hypertension il y a le artérielle. facteur génétique. C'est indiscutable. Hein. C'est indiscutable. Il y a d'autres facteurs de risque, bien sûr, pour l'hypertension. Oui. Il y a l'obésité, qui est un facteur très important, l'obésité ou même l'excès de poids. Il y a le diabète, il y a les troubles lipidiques, un cholestérol élevé, etc., peut être à l'origine d'une hypertension. C'est en général, c'est ça les facteurs de risque. C'est-à-dire que la prise de la tension artérielle et l'hypertension artérielle, c'est aussi un facteur qui va vous donner une indication sur l'individu, sur le patient. C'est aussi un dépistage à faire. Hein. Un dépistage, ça fait partie des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire un hypertendu, surtout s'il a associé à l'hypertension d'autres facteurs de risque, dans le diabète par exemple, dans l'excès de poids, dans la dyslipidémie, donc les troubles lipidiques, il peut être sujet à des complications, à des maladies cardiovasculaires qu'on a citées. Les maladies cardiovasculaires, ça peut toucher donc le cerveau, ça peut toucher le cœur, le rein, les artères, et les yeux. C'est ça. Par exemple, après une journée de jeûne, quand par exemple l'individu a fait un excès, bien entendu, gastronomique, quand ils se sont bien remplis la panse. Surtout en sel, voilà. Est-ce que ça va aussi augmenter la tension? Absolument, absolument. Surtout s'il est prédisposé à faire ça. Surtout s'il est génétiquement prédisposé. Surtout s'il a dans la famille proche des hypertendus. Il peut faire facilement un pic hypertensif en rapport avec un excès alimentaire, surtout avec en sel par exemple. C'est très mauvais. L'OMS recommande pour la ration journalière de sel de table, de sel ajouté. Hein. Je ne parle pas des produits salés naturellement. Voilà, des produits légumes par exemple, ils sont salés naturellement. Recommande donc 5 grammes de sel par jour, ce qui correspond à une cuillère à café rase, pas pleine. Hein. Donc 5 grammes de sel par jour, de sel ajouté. Il faut bannir la salière à table. Voilà. Hein. Et oui, c'est de mauvaises habitudes. C'est de très mauvaises habitudes. Il faut cuire les plats avec le peu de sel possible. Donc les plats sont déjà salés. Malheureusement aujourd'hui les ménagères et même l'industrie aujourd'hui pour ajouter du goût et pour que ça soit meilleur, ils ajoutent aussi beaucoup de sel. Absolument. Le sel c'est connu, c'est comme une drogue. Hein. Quand on mange salé, on ne va pas pouvoir s'arrêter. Hein. C'est comme le sucre aussi. Hein. Bien entendu, ça va entraîner aussi comme le sucre. La rétention d'eau, d'autres problèmes aussi. Donc beaucoup d'eau, on va boire. On va parler un petit peu des symptômes de la tension artérielle. Souvent, je disais tout à l'heure qu'elle est silencieuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes. Il peut exister des symptômes banaux auxquels on ne prête pas attention, ou bien qu'on va attribuer à d'autres problèmes, à des malaises, etc. Et on peut avoir mal à la tête, on peut avoir des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, on peut être essoufflé après un effort. Tout ça peut indiquer qu'on a une hypertension artérielle. Sentir peut-être mal aux articulations. Mal aux articulations, non. Peut-être, vous me rappelez, peut-être, on peut avoir mal au mollet après avoir marché. Des fourmillements, peut-être. Des fourmillements, voilà, exactement. Des fourmillements, peut-être, ça c'est des signes de complications, attention. Des fourmillements, peut-être une baisse passagère de l'acuité visuelle, ça c'est vraiment l'alerte. Une faiblesse passagère des mouvements au niveau de la main, une faiblesse au niveau des pieds, une crampe au niveau du mollet, une petite douleur au niveau du cœur, de la poitrine. Tout ça c'est des signes quand vous avez dit, c'est des signes d'alerte. C'est des signes qui indiquent qu'on est au stade de complication. C'est-à-dire qu'on a dépassé le stade de ces petits signes, donc maux de tête, etc. Et là, il faut consulter en urgence. Tout ça nous ramène à parler et encore à insister sur le dépistage. Donc.
Si vous voulez, on va passer directement au traitement. Oui, pourquoi pas. Pour le traitement et maintenant. le stress est un facteur Le stress aussi est aggravant, on n'en a pas beaucoup aussi parlé. un facteur. Mais aussi, et pourtant, absolument. c'est vraiment le stress, le tabac aussi. Hein, Oui. le tabac, il ne faut pas le négliger, tout ça. Maintenant, pour le traitement, il y a 2 volets dans le traitement. On va commencer par le traitement médical. Le traitement médical, on a une règle, c'est de donner un traitement médical qui soit efficace et qui soit bien toléré. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne soit pas à l'origine d'effets secondaires, les plus minimes soient-ils. Pourquoi? Parce que souvent, quand il y a effet secondaire, il y a abandon de traitement. Donc, il faut tâcher, s'atteler à donner. Souvent, le traitement, c'est par tâtonnement. Hein. Ça peut prendre plusieurs semaines, voire des mois, pour trouver adapter le bon traitement pour trouver la bonne recette chez un malade donné. La bonne recette, donc un traitement efficace, c'est bien toléré. Il y a l'hygiène de vie aussi. On va en parler, on va insister sur ça, madame. Donc le traitement médical, il y a 6 classes thérapeutiques connues actuellement. On peut donner un seul médicament, c'est la monothérapie, comme on peut donner plusieurs médicaments, des combinaisons de médicaments. Il existe actuellement, et c'est un très gros avantage, il existe des médicaments qu'on appelle des associations fixes, c'est-à-dire un seul médicament, un seul comprimé, voilà, qu'on prend en général 2 principes actifs. C'est-à-dire 2 classes de médicaments qui agissent par des mécanismes différents et qui font baisser la tension artérielle. Donc, on peut prendre un seul médicament et être équilibré. C'est ça. Voilà. Et avoir un effet... Deuxième volet du traitement, c'est les mesures hygiéno-diététiques. C'est très, très, très important. Pourquoi c'est très important? Parce que d'une part, ça peut prévenir l'installation de l'HTA. On peut, si on est, par exemple, prédisposé, si on a des facteurs génétiques, on peut ne pas avoir de l'HTA. Alors que tous les membres de la famille sont hypertendus. On peut, grâce à l'observance de ces mesures hygiéno-diététiques, prévenir l'hygiène de vie. Voilà. Éviter le sel. Qui sont simples, à la portée de tout le monde, etc. Premièrement, il faut avoir une alimentation saine et équilibrée. Quand je dis saine, il faut donc la ration de sel par jour ne doit pas dépasser 5 grammes. C'est-à-dire une cuillère à café rase. Une cuillère à café rase. Deuxièmement, il faut réduire les produits, les sucres et les matières grasses. Les matières grasses, il faut préférer les matières grasses non saturées, c'est-à-dire les matières grasses d'origine végétale. Il faut privilégier les légumes, les fruits, les céréales complètes et les produits laitiers. Pourquoi? Parce que tout ça contient des fibres, des sels minéraux et des vitamines. Les fibres, les sels minéraux, les vitamines sont connus pour faire baisser les chiffres tensionnels. Très bien. Et bien sûr, combattre la sédentarité. Combattre la sédentarité et l'excès du poids. Voilà. L'excès de poids. Deuxième, donc, parmi le volet aussi... On arrive à la fin, donc je continue rapidement les mesures hygiéno-diététiques. Il faut diminuer l'excès de poids. Il faut augmenter la dépense énergétique. Il faut, par exemple, faire ses courses, faire son marché à pied, pas en voiture. Il faut monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Je sais pas, il faut descendre un arrêt avant la destination si on prend le bus, etc. Voilà, il faut arrêter absolument le tabac, la cigarette et les boissons alcoolisées aussi. Et enfin, il faut avoir une activité physique quotidienne et régulière. Par exemple, ne serait-ce que la marche, 30 minutes de marche, c'est connu, c'est prouvé scientifiquement, 30 minutes de marche par jour, une marche rapide et sans arrêt, permettent de faire diminuer la tension artérielle de 0,5 à 1. C'est-à-dire, si on a 14,9, on va pouvoir avoir 13,8, qui n'est pas une hypertension artérielle. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Voilà, ça a été clair, parfait. En tout cas, j'espère que le téléspectateur aura pris tous ces conseils à bras-le-corps, en tout cas, pour bien avoir une hygiène de vie et surtout avoir une tension artérielle régulière et normale. Merci beaucoup. Je rappelle Abdelmajid Oulkhiyar, vous êtes spécialiste en médecine interne. Vous représentez le
PSP de Boussaria. Voilà, très bien. Yatek Saha. بلا مزيان صح. Saha Ramadan, الله et يسلمك. Saha Aidek. صح عيدك. Voilà. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Siham Knouch. Il nous fait découvrir, bien sûr, l'école coranique d'Al-Bayed, avec, bien sûr, Laylat al-Qadr aussi. Les écoles coraniques sont nombreuses à travers l'Algérie. À chaque région, ses traditions et ses rituels. C'est à l'Aqarbiche ou l'école coranique de Insalah que nous avons assisté à un certain rituel. Le jeune Bajouda vient de terminer d'apprendre le Saint-Coran. Les hommes de la Zawiya se rassemblent pour fêter ceci. Une tablette est préparée pour l'occasion, bien décorée avec une encre traditionnelle, un cadeau pour sa maman. Les chiites de la Zawiya commencent alors par l'orner d'un chèche blanc et un burnous. Et puis, tel un prince, le jeune homme est accompagné chez lui, avec sa tablette entre les mains. Ceux qui l'accompagnent chantent la célèbre Al-Bourda d'El Boussaïri. À l'intérieur de la maison, sa mère et ses sœurs l'accueillent avec des youyous. Et lui, il offre la tablette à sa mère en lui disant « Mère, je vous offre le paradis ». Je félicite mon fils. J'espère vivre et assister à son mariage. Comme je suis heureuse aujourd'hui, je serai heureuse lors de son mariage. Son papa est décédé. Il est déjà parti depuis longtemps. J'ai 18 ans et je suis lycéen. En parallèle, j'ai étudié le Coran dans la Zawiya de Qsal Arab. C'est un grand jour pour moi. Je dédie cette réussite à ma mère et puis à mon père décédé. Je remercie mes professeurs qui m'ont incité et encouragé. Le jeune Youssef Bajouda a un autre rendez-vous ce mois de juin. Un autre examen, celui du baccalauréat. الله يجعلهم نوارا يا مولانا يصلح لهم ويبارك لهم يا مولانا فيما أعطيتهم يا ربي يصلح لنا وليهم المسلمين المسلمات الله لا يرهب لنا ولا لهم دين ولا إيمان يا رب الله يثبت إيماننا وإيمانهم وديننا ودينهم ودين المسلمين. Voilà, c'était donc l'école coranique de Ain Salah et c'était donc un reportage signé Siham Knouch. Nous allons parler d'un grand monsieur donc, qui a eu un apport considérable pour la littérature algérienne. Il s'agit de Mouloud Mamri, Allah yarhamou. Et donc avec nous pour nous en parler, nous avons Tahar Ben Boukhnoufa. Voilà, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Vous êtes traducteur. Traducteur et chargé de communication au HCA. Au HCA, au commissariat de la Mazirité. On a eu à vous recevoir assez souvent pour parler donc de thèmes et d'autres concernant bien sûr le haut commissariat de la Mazirité. Eh bien, si vous êtes là, c'est pour parler de Mouloud Mamri, mais surtout pour parler de la réédition de ses œuvres, surtout en langue amazigh. Effectivement, donc après la célébration du centenaire de sa naissance pendant l'année 2017, voilà. Il y a eu déjà la publication des traductions de ces trois œuvres vers Tamazight en 2017. Donc après, on a, avec la maison d'édition détentrice des droits d'auteur de Mouloud Mamri, oui. Donc il y a eu un travail qui a été fait pour réaliser un coffret donc avec la réédition de certains 4 œuvres majeures de Mamri en français et avec accompagné des 3 traductions.
Voilà. Donc, Beaucoup il s'agit... de travaux sont faits encore aujourd'hui par des universitaires, des chercheurs qui travaillent sur l'œuvre de Mouloud Mamri, sur son parcours, sur toutes les paroles qu'il ait laissées, bien sûr. Au CNRPH, il y a donc 2 volumes qui sont sortis aussi, concernant, bien entendu, les travaux et les paroles et les écrits donc, de Mouloud Mamri, qui sont d'un apport considérable pour les journalistes, pour les universitaires. Et les amoureux aussi des lettres. Hein. Ben oui, il y a le CNRPH déjà, donc il ne faut pas oublier qu'il était directeur de CNRPH, tout à fait. Oui, oui. Donc il a consacré beaucoup de son temps pour l'anthropologie, la recherche. Donc Del Mouloud, c'est un homme qui a touché à toutes les disciplines qui sont liées à la culture algérienne, la culture amazigh essentiellement. Et surtout, il s'est attelé à travailler sur le côté immatériel aussi de notre patrimoine. Effectivement, le mérite lui revient d'abord à ce qu'elle a déterré des poètes, une poésie ancestrale qui remonte. Voilà, et après il y a aussi le travail qu'il a fait, qu'il a réalisé sur l'Ahlil. Et grâce à ce travail, donc l'Algérie, enfin, les autorités algériennes ont entamé une démarche auprès de l'UNESCO et maintenant l'Ahlil est classé comme patrimoine immatériel. Voilà. Donc c'est comme ça, Del Mouloud fait partie de ces hommes qui éclairent un chemin, qui apportent une lumière. Voilà, donc il a enclenché un processus aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est la modernisation et donner un aspect moderne à la langue amazigh. Donc, lui qui était linguiste, il a fait un énorme travail sur, bien sûr, la recherche des mots exacts, leur traduction et l'étymologie aussi de chaque terme. Oui. Il ne faut pas oublier qu'il est précurseur de la Mawal, la Mawal dictionnaire de Tamazight, Tamazight moderne. Donc c'est à partir de là, et aussi c'est lui qui a enfin renouveler les bases grammaticales de Tamazight. Donc à partir de ces travaux-là, donc Tamazight a passé un cap, a passé un autre niveau de structuration linguistique. Et donc à partir de là, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Donc c'est pour ça que je dis qu'il a été toujours une lanterne, un éclaireur pour les chercheurs. Donc là, tous les travaux maintenant qui se font au niveau de la langue amazigh et ce qu'on appelle les sciences connexes, que ce soit au niveau culturel, anthropologique, sociologique, et Del Mouloud y est pour beaucoup, donc il a laissé un legs extraordinaire, formidable pour cette jeune génération, un outil de travail considérable pour les chercheurs, pour les étudiants. Encore aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il va y avoir, vous êtes sur un chantier d'ailleurs énorme avec les différents linguistes qui vont s'atteler à travailler sur un nouveau lexique pour l'enseignement de la langue amazigh au niveau des écoles. Donc beaucoup de travaux vont être conjointement réalisé avec des linguistes, n'est-ce pas? On se réjouit d'abord qu'il y a aussi, dans les prochains jours, il y aura la création de l'académie, l'Académie algérienne de la langue amazigh, dont la mission revient essentiellement à la constitution des lexiques et du grand dictionnaire amazigh. Donc c'est à partir de là, donc les travaux qui ont été déjà faits, qui seront capitalisés au niveau de cette académie par des spécialistes, des chercheurs, des linguistes essentiellement. Exact. Et donc c'est avec le HCA et l'académie, on va travailler ensemble pour accélérer ce processus de socialisation et de rapprochement des variantes. Oui. Et donc c'est à partir de là que finalement il y a eu des travaux pendant des années, il y a eu des travaux qui se faisaient individuellement, comme ça, des parties qui n'avaient pas été touchées. Voilà, donc avec l'académie,
l'académie, avec l'académie et l'existence déjà du HCA, donc prochainement il y aura la convergence de tous ces travaux qui ont été faits et ça sera essentiellement une référence. La référence qui sera toujours c'est Del Mouloud, parce qu'il a apporté une touche de modernité. Aussi de paix aussi. Un homme qui rassemble autour de lui et qui rassemble toutes les connaissances et il a consacré sa vie à la culture, à la littérature. Et pourtant c'était un homme très simple, très accessible aussi dans sa région natale aussi. Dans son village. Les gens qui le connaissent en témoignent. Hein, Del Mouloud d'ailleurs. Il avait ce nom que tout le monde aimait faire retentir. Exactement. Del Mouloud, c'est un signe de respect. Et également, c'est quelqu'un qui était toujours parmi les gens, qui écoutait les gens, discutait avec les gens. Et on dit que quand il aborde un sujet, c'est pour apprendre. Voilà. C'est pour apprendre, même parmi les Tajma'ath, par exemple. Il aimait écouter Tajma'ath, les gens qui siégeaient. Les sages. Voilà. Pour pouvoir prendre toute leur sagesse aussi, pour pouvoir aussi profiter de ce savoir qui était non négligeable, bien au contraire. L'enseignement aussi, il était pour beaucoup dans l'enseignement, hein, dans son village natal, mais bien au-delà aussi, par la suite, à l'université. On se souvient tous qu'il a été le premier à lancer les cours de Tamazight à l'université d'Alger. C'était d'une manière clandestine au départ, mais ça a été, on lui a ouvert les espaces. Il y a eu des étudiants, toute une génération qui maintenant produit, une partie de cette génération produit en Tamazight et qui ont consacré du temps. Donc il était le passeur de mémoire, ce passant de savoir. Donc c'est quelqu'un qui a donné, qui considérait que pour perpétuer cette culture, cette langue, etc., il faut passer par l'enseignement. Donc c'est le message qu'il voulait passer. Donc maintenant, si on veut encore faire vivre cette langue, cette culture, et il faut passer par l'enseignement. Voilà, donc l'enseignement à tous les niveaux, et essentiellement aussi à partir de l'école, et aussi encourager la recherche. Tout à fait. D'ailleurs, tous ces ouvrages et ces travaux ont été donc pris comme exemple. On a travaillé dessus. Ils ont été publiés au niveau donc plusieurs fois, réédités aussi au niveau de la foire du livre. Il y a eu lors de ce centenaire de sa naissance donc des travaux qui ont été réalisés, des colloques, des rencontres autour donc de ses œuvres, bien sûr, avec des spécialistes qui sont venus travailler, venus du monde entier aussi. Effectivement. On a eu à organiser un colloque à l'occasion du centenaire à Alger, à l'occasion du SILA, effectivement. À l'occasion du SILA, donc il y a eu des universitaires qui sont venus d'Algérie, de l'étranger, essentiellement des gens qui ont travaillé sur l'œuvre de Del Mouloud, et également des gens qui l'ont connu. Il y a eu des gens qui l'ont connu, c'est des universitaires. Qui ont pu témoigner, bien sûr. Pu témoigner, il y a des gens aussi qui ont travaillé sur ces œuvres. Et prochainement, à l'occasion du SILA, justement, on va publier les actes de ce colloque qui sont d'un apport, c'est des communications. Vous me parlez du SILA, le dernier SILA, il y a eu donc la réédition, donc l'édition plutôt de nouvelles donc, et surtout des œuvres de Mouloud Mamri en langue tamazight, et ça va être réédité prochainement, encore une fois. Actuellement, justement, à l'occasion du lancement de ce coffret, donc la maison d'édition d'Al Othmania, comme j'ai dit, qui est détentrice des droits d'auteur, donc en collaboration avec le HCA et le ministère de la Culture, donc, qui a donné un soutien considérable à cette action qu'on valorise d'ailleurs. Donc les traductions ont été publié une deuxième fois à l'occasion de ce coffret. Donc à l'occasion du SILA, donc on va lancer un nouveau programme éditorial qui est axé essentiellement sur les lexiques thématiques de Tamazight, et également des romans, des nouvelles, voilà. Et
des glossaires. Donc c'est un nouveau programme éditorial donc, qui sera consacré à l'occasion de ceci-là de 2018. Voilà, c'est ça la nouveauté au niveau donc de l'édition, donc la partie HCA bien sûr et la traduction et la réédition bien sûr de ce coffret qui a beaucoup plu. Oui, il est beaucoup demandé déjà. Il y a beaucoup de demandes qui nous parviennent pour avoir des exemplaires. Donc, on donne l'information qu'à partir de ce moment-là, à partir de samedi dernier, donc ce coffret elle est disponible. Ces traductions ils sont disponibles. On les trouve aussi au niveau des librairies. Donc, on les trouve bien évidemment, on les trouve au niveau des librairies, que ce soit ici à Alger ou un peu partout à l'échelle nationale. Donc, c'est la maison d'édition d'Al Othmani qui est chargée de distribution, de vente. Donc, ils sont disponibles actuellement, que ce soit en coffret ou vendu séparément. Donc, parce que c'est pas évident pour tout le public d'avoir un coffret, c'est un peu... donc voilà. C'est d'une grande valeur. Hein, sauf que avoir un coffret Mouloud Maamri, c'est symbolique aussi. Exactement. Avoir toutes ces œuvres réunies dans un seul coffret ou deux coffrets. En plus de ça, avec bien entendu l'intégralité bien sûr de ces œuvres. De ces œuvres, il y a ces œuvres majeures en français et leur traduction en Tamazight. C'est un peu l'hommage aussi qu'on rend toujours à Del Mouloud. Et également, il y aura la publication des actes du colloque. Tout à fait. Et aussi, on a, à l'occasion du nouvel an de cette année, donc on a édité le numéro 14 de la revue du HCA, Tamazight Toura, spécial Mouloud Maamri. Donc, on reçoit beaucoup de demandes justement. C'est une revue distribuée gratuitement. Donc, on a pu distribuer plus de 1000 exemplaires et on travaille actuellement. Il aurait fallu la ramener aujourd'hui. Et on travaille actuellement pour la réédition, justement, la réédition de ce numéro pour satisfaire beaucoup de demandes déjà. Inch'Allah, très bien. On aura l'occasion de la présenter une autre fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Très bien. Fois, oui. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle Tahar Boukhnoufa, merci beaucoup. Vous êtes donc traducteur et membre aussi chargé de communication du HCA au commissariat de la Mazérité. Merci d'être venu nous parler de cette réédition donc, des œuvres de Mouloud Maamri en langue tamazight. À très bientôt au Saha Aïdek. Saha Aïdkoum et à très bientôt. Merci voilà, beaucoup. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Hassiba Abdallah qui s'est intéressé à la solidarité du côté de Wahran. Pour ravir ces petits anges, une soirée a été organisée en leur honneur. Ces enfants sont issus de familles nécessiteuses. L'association Amel Amel Oran a pensé à eux à l'approche de la fête de l'Aïd. Nous voulons habiller ces enfants orphelins et nécessiteux et leur rendre le sourire. Il ne faut pas les oublier. En tant que centre culturel islamique, nous avons l'honneur d'ouvrir les portes à cette association pour une belle collaboration qui rendra heureux nos citoyens oranais, spécialement les familles pauvres. À cette soirée étaient présentes plusieurs catégories de la société. Des associations, des bienfaiteurs, des autorités culturelles et d'importantes personnalités artistiques. Ce jour-là, tout le monde était réuni pour la même cause. Je participe avec une liste des familles nécessiteuses que je croise pendant mon travail de cuisinière, que ce soit pour leur remettre des habits comme aujourd'hui ou même pour la circoncision ou autre. C'est le devoir de chaque musulman et musulmane de contribuer à de telles initiatives. Je ne suis pas seule à apporter mon soutien. Il y a beaucoup de participants. Pour ceux qui veulent faire une bonne action, les occasions ne manquent pas. Nous avons beaucoup de bienfaiteurs, dont les artistes. Je pense que l'artiste doit être présent partout, pas que sur scène. Et je connais des artistes qui sont très sensibles et qui ne sont pas indifférents face aux pauvres. À la fin de la soirée, chaque enfant avait droit à une tenue. Ainsi, ils vont au moins avoir leur plus beau jour de l'année, comme le reste des enfants.
Voilà, les enfants qui avaient le sourire et en tout cas ça fait très plaisir de voir ces enfants heureux après avoir en tout cas profité avec cette belle ambiance et surtout ces vêtements qui font toujours plaisir. Eh bien, nous allons parler un petit peu de cela puisque l'élan de solidarité c'est un petit peu partout sur tout le territoire national et cette fois-ci on va aller du côté Tipaza avec l'association Ar-Rahma représentée ce matin par monsieur Mohamed Ahmed Medjar, voilà, pardon. Ahmed Medjar, président de l'association Rahma de Tipaza. Marhaba bik. Merci, merci à vous d'être là et surtout de parler un petit peu de cet élan de solidarité du côté de Tipaza. On parle beaucoup donc d'Alger, on parle beaucoup d'Oran, de Tizi Ouzou. Et c'est vrai que toutes les régions d'Algérie, toutes les wilayas d'Algérie et les recoins et les coins donc travaillent surtout pour aider les autres, les plus démunis. Voilà, ceux qui en ont besoin. Voilà, merci. Bon, premièrement, je remercie le Canal Algérie pour cette invitation. Et deuxièmement, notre association a été créée en 2012. On s'occupe des orphelins qui habitent à Tipaza. On a 60 familles comme ça dans toutes les régions de Tipaza. On s'occupe d'eux sur tous les côtés, soit social, éducatif, santé. Et on a fait on a fait un programme annuel surtout qui consiste à les suivre dans tous les domaines, bien sûr. Et surtout le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, on a fait un programme, il y a une chargée. Voilà. C'est le mois du partage, donc beaucoup d'associations s'attellent à faire un peu plus. Alors vous avez été créé en 2011 et vous avez commencé à travailler en 2012 et depuis, vous ne vous êtes pas arrêté toujours à chercher les fonds, à essayer de rassembler, donc c'est pas facile. C'est pas facile. Non, c'est pas facile de courir à droite, à gauche pour pouvoir avoir des fonds. Voilà. Et on a eu, bien sûr, comme toute association, bien sûr des jours. Oui. Bien et des jours bien sûr moins bien c'est clair. Voilà, alors vous avez quelquefois donc des donateurs qui sont très généreux et d'autres fois c'est très difficile de rassembler des fonds pour pouvoir aider ces personnes. Exactement. Alors, donc notre travail dans l'association consiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, à aider ces orphelins. Et ensuite, durant ce mois de Ramadan, on a fait un programme. On a commencé par distribuer les couffins de Ramadan. Durant les 4 semaines, chaque semaine, on distribue 60 couffins à ces familles. Voilà. Donc, familles nécessiteuses. Vous aviez donc un registre, vous aviez une liste. On a fait un recensement. Sur le terrain pour ces orphelins ou bien ces familles orphelins et le coût du couffin il est arrivé jusqu'à 8500 dinars quand même. Voilà. Alors, durant les 4 semaines. Ça veut dire que 4 semaines, on donne ces couffins. Voilà. Donc, 60 multiplié par 4, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Voilà. Donc, vous avez beaucoup de bénévoles au sein de l'association pour pouvoir faire tout cela. Je remercie sur ce plateau, je remercie tous les membres de l'association, bien sûr, qui ont laissé leur famille, ils ont laissé leur travail pour se mobiliser durant ce mois pour bien réussir l'opération. Voilà. Alors, vous avez fait les premières semaines, et en fait, vous avez commencé à distribuer les couffins, mais vous avez aussi organisé une soirée. Alors cette soirée-là, l'association a organisé la plus grande table de iftar
au profit des orphelins, qui a été parrainé par M. Louali Moussa Ghellay, Wali de la wilaya Tipaza, et avec la collaboration, bien sûr, du FCE, Bureau de la wilaya Tipaza, que je remercie aussi. Et on a, durant cette grande table, voilà, cette opération, on a distribué les cadeaux qu'on a fait un concours de Ramadan, Musabaqat Ramadan, durant les 10 premiers jours du Ramadan sur notre page Facebook Jum'iyat al-Rahma Tipaza. Il y avait 20 questions durant ces 10 jours et on a, bien sûr, on a eu donc des... C'est magnifique, ça a été donc dans l'interactivité, les gens vous connaissent, donc ils s'abonnent à votre page et vous avez plus d'abonnés et donc plus peut-être d'éventuels sponsors, d'éventuels donateurs pour pouvoir trouver toute cette, cette synergie. Pour le premier prix, c'était au Umrah. Et deuxième, un lot d'électroménager. Et troisième prix, bien sûr, un bon d'achat de 20 000 dinars proposé par un magasin que je remercie le propriétaire. Le propriétaire. Et c'était très bien passé. Ensuite, on a distribué les vêtements de l'Aïd pour ces orphelins. On a eu 85 orphelins et orphelines qui ont bénéficié du vêtement de l'Aïd qu'ils ont acheté eux-mêmes au magasin. Donc c'était quand Farha vraiment. Voilà, puisqu'ils ont choisi, ils ont eu les tailles, etc. Parce que c'est très difficile de pouvoir acheter pour d'autres, ne pas connaître les tailles exactes, même l'âge varie. On a ramené ces orphelins. Et c'est eux qui ont choisi les vêtements. Donc c'était une opération, je dirais facile, non, mais durant les 10 premiers jours. Parce que, satisfaisante surtout au point de vue donc, des enfants. Des enfants, bien sûr. Contents d'avoir leur propre vêtements. Et on a eu aussi un groupe, bien sûr, c'était une soirée avec un groupe musical, Chabi, avec Nordin Allan. Bien sûr. Bien. Et c'était, on a eu bien sûr la visite aussi du PDG d'Air Algérie qui a assisté à cet événement, ainsi que l'ambassadeur du peuple palestinien en Algérie et aussi les autorités locales, les autorités de la wilaya Tipaza. Voilà, vous avez été fait grandiose la soirée. Oui. Ensuite, dans ce programme, tout ce programme-là, j'insiste et aussi je remercie tous les bienfaiteurs soit de la wilaya Tipaza, soit hors de la wilaya Tipaza, les entreprises aussi, et je remercie aussi M. Louali Moussa Ghellay, ainsi que les autorités locales à leur tête, bien sûr le chef d'ailleurs M. Mzian Mohamed, PAPC Tipaza Guidji Jamal, ainsi que tous les membres de l'Assemblée, et sans oublier bien sûr en premier les membres de l'association, ainsi que je remercie aussi le chargé de communication, les jeunes, parce que notre association a beaucoup de jeunes. Je remercie les jeunes, Alani Abdelrahman, et je lui tire chapeau, toute l'équipe. Ils ont une équipe dynamique, bénévole, c'est des jeunes, à aider bien sûr les orphelins. Parce que notre association, elle a été créée pour aider les orphelins. En tout cas, bravo à vous. Merci. Yatikum Saha, et surtout c'est très valorisant en tout cas de pouvoir aider, ne serait-ce qu'avec un minimum. Un minimum, bien sûr. C'était le programme de Ramadan de cette année 2018. Il a été très riche et réussi. J'ai réussi, je dirais, à 90%. Alhamdulillah. En tout cas, merci à vous. Je rappelle que vous êtes Ahmed Media, vous êtes président de l'association Rahma de Tipaza. Bonne chance à vous et bon courage pour le reste. Inch'Allah, l'année prochaine, ça sera donc, vous serez toujours à l'attaque. Pour ce qui est donc des activités, vous me disiez que c'était aussi tout au long de l'année, il y avait d'autres activités culturelles que vous organisez. Donc on sera appelé peut-être à se revoir. Inch'Allah.
Allah Voilà. Merci. On continue notre émission. On va retrouver nos autres invités dans un tout petit moment. Merci. Voilà, de retour sur le plateau, là tout de suite nous allons parler d'un concert, de deux concerts, deux soirées, concerts, événements surtout, avec notre invité. Il s'agit de Farid Benlara, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci de m'inviter. Vous êtes producteur, vous êtes organisateur de concerts, c'est cela? Effectivement. Vous êtes à la tête de plusieurs concerts organisés ici en Algérie. Oui, ça fait quelques années que j'exerce ici. On a eu la chance et le privilège de faire venir de beaux artistes. Mégastars? Oui, certaines étaient de mégastars, effectivement. Par exemple? J'ai fait venir Diams, David Guetta plusieurs fois, Stromae. Dernièrement, on a monté une série de spectacles qui s'appelle Alger mon humour avec plusieurs artistes humoristiques qui ont très bien marché. Et là, ça continue avec deux stars qui font un tabac sur les réseaux sociaux et surtout sur la toile, notamment Riles, qui est algérien d'abord, qui est de nationalité algérienne et qui, lui, est la révélation donc, du rap algérien et rap international maintenant. Effectivement, c'est un Français qui est né à Rouen, qui est d'origine algérienne, qui est particulièrement attaché, comme beaucoup de gens d'origine algérienne, qui est particulièrement attaché à son pays. Et effectivement, il a lancé sa carrière il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, et c'est un véritable tsunami. C'est quelqu'un qui a eu l'occasion de... Il fait vraiment un guichet, il se produit à guichet fermé à chaque fois. Partout où il passe. Partout où il passe, c'est un phénomène. Il a fait une tournée française qui a été un succès énorme. Dernièrement, il a eu l'occasion de partir chez nos voisins, nos amis marocains et tunisiens. Ça a été un énorme succès. D'ailleurs, les Tunisiens ont dû doubler la date 15 jours plus tard. Ils ont fait une salle initialement de 1500 personnes. Ils ont refait une deuxième date dans une salle à 4500 personnes, c'était archi complet. Et déjà pour cette tournée qui est prévue pour le 27 et 28 juin, c'est déjà complet? Non, pas encore. Il reste encore des places. Non, il reste encore des places. J'avais lu que c'était déjà pratiquement... Mais c'est parce que ça se vend très bien. Pour la date du 27 juin avec Riles, on a effectivement un succès important parce que c'est particulièrement orienté pour un public jeune, de fans qui adorent et donc qui se précipitent à acheter des places. Ça sera donc au Théâtre de Verdure pour les 2 dates, bien sûr, que ça soit pour Riles qu'on voit à l'antenne tout de suite, et bien entendu pour aussi Tiken Jah Fakoly, qui sera aussi sur scène au Théâtre de Verdure à partir du 28 juin. Tout à fait. C'est ça. Ça sera en soirée, donc à 20h30. C'est à 20h30, oui. On aura pour le spectacle de Tiken Jah Fakoly, qui est une véritable icône de la musique africaine. On aura en plus la chance d'avoir un artiste algérien. C'est un ami, lui aussi. Oui, alors lui, c'est 20 ans de carrière. C'est encore un autre phénomène, mais c'est 20 ans de carrière, c'est victoire de la musique. C'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien qui vit actuellement au Mali, mais qui se produit dans le monde entier, qui fait énormément de festivals à travers la planète. D'ailleurs, quelques jours après son passage à Alger, il ira faire le festival de Mawazine au Maroc. Il le fait régulièrement, d'ailleurs, il est souvent invité. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a une énorme carrière, qui est une personnalité très importante, emblématique, qui fait partie des 50... très influente aussi. Oui, il fait partie des 50 personnalités les plus influentes d'Afrique. Effectivement, ça a été classé par
journal assez connu, qui l'a placé dans ses 50 personnalités. C'était un véritable porte-voix de la jeunesse africaine. C'est quelqu'un qui a... valeurs, oui, c'est quelqu'un qui a par exemple... qui est donc pour la paix, c'est pour avec des idées aussi bien reconnues. Tout à fait, c'est quelqu'un qui est qui porte des valeurs. L'une des valeurs les plus importantes et qui est très lié à nos valeurs aussi, à nous en tant qu'Algériens, c'est qu'il est très sensible à l'impérialisme, c'est un anti-impérialiste et il défend la liberté des peuples à pouvoir se gérer eux-mêmes sans être sous le joug de forces étrangères. Effectivement, c'est des thèmes qu'il relance régulièrement dans ses chansons et il a fait des véritables tubes à travers ce type de thématique. Alors, beaucoup d'engagement aussi, comme vous le disiez, et puis il a participé avec beaucoup de collaborations, vous disiez, aussi avec les artistes comme le groupe Zebda, mythique. Oui, effectivement. Le groupe Zebda. Avec des artistes américains aussi, comme Akon, qui est un artiste américain très important d'origine africaine. Donc c'est quelqu'un qui aime bien aussi mélanger ses collaborations. C'est un artiste pluriel, voilà. Et c'est un artiste très dense, 20 ans de carrière. Et donc le reggae sera aussi au rendez-vous, parce que le public algérien adore aussi le reggae. On le souhaite. L'occasion de voir un petit peu un autre style, un autre univers, donc de cette pop, cette musique aujourd'hui qui se popularise de plus en plus et qui va apporter un nouveau souffle aussi à la scène internationale. Tout à fait, en tout cas on l'espère. Nous on offre au public algérois 2 types de musique totalement différentes. Rap et reggae. Voilà, exactement, et donc on espère qu'ils trouveront leur bonheur. Moi je souhaite particulièrement qu'on puisse réserver un accueil chaleureux à ces 2 artistes et montrer que quand ces artistes-là vont dans d'autres pays dans le monde, c'est un énorme succès, que ce soit aussi le cas chez nous. En Algérie. Voilà, tout à fait. Ça sera le cas parce qu'ils sont déjà très, très attendus, et notamment Riles, comme je le disais tout à l'heure, lui qui joue à guichet fermé déjà et qui va se produire le 27 juin, c'est cela. Oui. Il sera donc au Théâtre de Verdure à partir de 20h30 et lui va jouer, va monter sur scène avec les chansons de son dernier album, c'est oui, cela? tout à fait. Entièrement en anglais. Quasiment, oui. Alors, il met quelques petits mots algériens, quelques petits mots français comme ça, mais globalement, effectivement, c'est un chanteur qui chante en anglais. D'ailleurs, il a signé, ce qui est un événement dans le monde de la production musicale, il a signé directement avec un label de musique américain qui s'appelle Republic Records, qui est un énorme label américain très prestigieux. Ce qui est rarissime, c'est la première fois que ça se produit. Généralement, vous avez des artistes qui vont signer avec un premier petit label dans leur pays, puis ils vont monter, ils vont signer avec une major, puis après ils vont aller voir ce qui se passe aux États-Unis. Lui, il a directement été contacté, sollicité par plusieurs labels, et puis il a choisi. Donc, mais c'est parce qu'il a parfaitement compris qu'il avait eu l'occasion de créer un véritable univers musical autour de lui. C'est une personnalité très forte qui fait tout de A à Z. Généralement, un artiste va interpréter, de temps en temps, il va interpréter et composer, mais lui il fait tout de A à Z. Même ses clips musicaux, il s'en occupe. Donc, c'est un artiste cruciforme et qui a un talent assez rare. Il se met beaucoup en scène aussi dans ses clips vidéo. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est la génération des réseaux sociaux les gens se mettent énormément en avant, et effectivement, il a compris qu'il fallait surfer sur ça. Et d'ailleurs, c'est sa stratégie de communication. Il ne communique qu'à travers les réseaux sociaux. Il va chercher sa cible là-bas. Bien sûr. Et c'est pour ça que ça a marché. Oui, bien sûr, parce qu'il a été chercher son public là où il est. Non, il ne fait pas de télé. Des médias, pas de télé. La quasi-totalité des artistes vont faire des plateaux télé, ils vont faire des plateaux radio, vont aller voir ce qui se passe au niveau de la presse écrite, etc., etc. Lui ne s'en occupe pas. On ne pourra pas donc les avoir, ni lui, ni... Si, Tiken, on va essayer, parce que lui, c'est un artiste plus traditionnel, qui est habitué à ce type de format, et puis qui a construit sa carrière depuis 20 ans à travers ce type de médias. Mais voilà, Riles fait partie de cette nouvelle génération, il a 22 ans, qui a compris que maintenant la nouvelle forme de communication passe énormément à travers les réseaux sociaux, et donc il applique sa stratégie. Alors, Riles, quand vous lui avez annoncé qu'il allait venir en Algérie, il était dans quel état d'esprit? Non, mais il était très heureux, mais c'est lui qui le voulait à la base. C'est-à-dire que j'ai pas été le chercher, il le voulait, je l'ai su, on avait plusieurs personnes en commun, on y a travaillé, réfléchi, puis on s'est tapé dans la main pour se dire qu'on voulait le faire. Il voulait déjà le faire, il avait déjà prévu de venir en décembre de l'année dernière ou janvier de cette année. Finalement, ça s'est pas fait. C'est un petit peu les réseaux sociaux que vous aviez su qu'il avait un public énorme ici? Totalement. C'est vraiment l'indicateur phare.
Très bien, donc en tout cas il sera au rendez-vous. On rappelle que pour Tiken Jaffa Koli, il sera donc le 28, c'est cela, au niveau du théâtre de verdure à 20h et bien sûr... Il y en a plusieurs à Alger des théâtres de verdure, donc là c'est le plus grand, qui est au niveau de l'Horacie. C'est ça, voilà. Le Hadi Flissi, on n'oublie pas, Eriles, ça sera donc le 27 juin. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, en tout cas je rappelle Farid Benlara, vous êtes donc producteur et organisateur donc, de concerts, de spectacles, vous avez ramené donc plusieurs artistes ici en Algérie, j'espère que ça va continuer. Et puis le public sera toujours au rendez-vous. Bonne journée à vous. Merci à vous. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à apprécier cette belle voix d'Ahmed Harachi. On se retrouve juste après. Voilà, une très belle chanson et surtout une belle interprétation de Ahmed Harachi, Allah yarhamou. Eh bien, nous allons parler aussi rencontres et surtout programme de la semaine, programme sorti de la semaine, je ne trouvais pas le mot, avec Lilia Ben Nassar dans l'agenda culturel. Bonjour Lilia. Bonjour Amel, très bon réveil à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Ça commence à diminuer, je vois que vos papiers sont très, très petits. D'un paquet, on passe aux 2 feuilles. La dernière semaine, c'est tout comme la première. À la veille ou l'avant-veille de la c'est normal, mais il y a quand même quelques bons plans pour cette dernière soirée, pourquoi pas. Voilà, on va se rattraper, on va aller du côté de la Médinatique, c'est cela, avec nous ce matin, Haouchin Rostom, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, vous êtes responsable des relations publiques à la Médinatique 2018. C'est une Médina qui a pris donc effet déjà l'année dernière. Il y a eu... En fait, non, c'était la première édition, c'était en 2011. 2011, voilà, oui. Et là, c'est la 2e édition. Ah d'accord. C'est si loin que ça? Oui. Ah, moi je croyais que c'était la En fait, non, peut-être vous avez fait une confusion avec le village des loisirs à la Safex et celle du 5 juillet. Toujours organisé avec, bien entendu, Mourad Ouadahi. Oui, c'était en 2011 quand même. C'est loin, dis donc. Alors, on va parler bien de cette édition 2018 Médinatique, avec surtout, ça se déroule du côté de la Achour. Mais on va en parler dans un moment. On va laisser Lilia nous donner les rendez-vous à ne pas rater, surtout cette semaine. N'est-ce pas, Lilia? Tout à fait, Amel. Et commencer par 2 expositions à proposer ce matin aux téléspectateurs. La première dédiée à la route de la soie et aux épices du côté du Bastion 23, donc réalisée par Zafira Yassef. Depuis le 18, l'exposition se poursuit jusqu'au 30 juin. Une belle sortie, de belles odeurs, de belles senteurs du côté du Bastion 23. Pourquoi pas? En tout cas, hier soir, il y avait donc une très belle soirée, comme chaque mardi soir, avec Khaled Bentounes, d'autres aussi penseurs et surtout une belle ambiance autour donc, de cette route de la soie. Exactement, le cadre s'y prête, donc j'imagine que la soirée a dû être remarquable. Exactement. Et du côté du Palais de la Culture Moufdi Zakaria, une autre exposition dédiée à l'artisanat algérien se tient actuellement, objets décoratifs ou encore objets d'art réalisés par des artisanes et artisans algériens. Tout leur savoir-faire est mis en avant du côté de la grande salle du Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Et puis sinon, pour la dernière soirée qui reste, vous pouvez passer cette dernière soirée au Bois des Arcades, en plein cœur de la forêt des Bois des Arcades. À partir de l'espace est ouvert à partir de 21h, musique, détente, projection également, pourquoi pas. Et puis, ou alors à Darzmen, du côté du musée des Antiquités et des Arts Islamiques, un bel endroit, un endroit paisible qui rassemble tous les ingrédients pour passer une belle soirée. Des groupes se produisent tous les soirs dans une ambiance bon enfant. Et donc, c'est l'un des plus anciens musées d'Afrique. Pourquoi pas passer votre dernière soirée là-bas? Et regarder un beau film également, pourquoi pas, du côté du théâtre de verdure, grâce au programme concocté par les organisateurs des Nuits du cinéma depuis le 18 mai jusqu'au 16 juin. Les soirées débutent à 22h avec une première projection film d'animation pour enfants, une deuxième film dernière réalisation. Et puis pour ces dernières soirées, sachez que le public a carte blanche et donc vous pouvez choisir le film que vous pouvez voir sur les pages Facebook de l'événement, donc les Nuits du cinéma. Et puis le film sera projeté le soir même, pourquoi pas. Donc les projections se poursuivent jusqu'au 16 juin. Faites un tour, c'est du côté du
théâtre L'Hadi Flissi au théâtre de verdure d'Alger. Voilà pour le reste des soirées qui restent. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'était bien animé. Il y en a eu pour tous les goûts et de belles soirées ont été proposées au public. Et donc, on garde un bon souvenir. Palais de la Culture, et Salle Ibn Zaidoun, Salle Ibn Khaldoun. En tout cas, plein de rendez-vous où les artistes de toutes les régions d'Algérie ont pu aussi ravir leur public et retrouver leurs fans surtout. Exactement, on va garder un beau souvenir du programme de ce mois de Ramadan. La Médina TIC a rejoint bien sûr la semaine dernière ce volet surtout événementiel avec bien entendu plusieurs rendez-vous à ne pas rater au sein de la Médina puisqu'il y a eu donc plusieurs thématiques qui englobaient un petit peu cet événement. Oui, on a eu quand même des spectacles, des concerts. Projections de films aussi. Oui, on avait plusieurs, enfin il y avait des projections de dessins animés, de films algériens, étrangers. Oui. Et d'ailleurs, par rapport au cinéma plein air, nous serons présents aussi pendant la Coupe du Monde où on projettera tous les matchs de la Coupe du Monde. Donc le public, j'espère, sera au rendez-vous. En tout cas, la Médina donc, a ouvert. C'est sûr. Voilà. La Médina a commencé donc mardi dernier et bien sûr ça va s'étaler jusqu'en juillet. Jusqu'au 30 septembre. 30 septembre, waouh! Donc 30 pendant toute la période estivale et. Voilà. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Les enfants sont ravis parce qu'il y a donc des activités ludiques, bien entendu, mais il y a des ateliers pour enfants. Il y a donc. En fait, vous savez, c'est pour toute la famille. Vous savez, une galerie d'art. Alors, je vais commencer. Alors, nous avons déjà, il y a l'espace culturel. Vous avez une galerie d'art, vous avez une librairie. Là, on peut acheter des livres, on peut lire et faire une lecture. Il y a aussi une conférence débat, aussi des cafés littéraires. Là, on va inviter différentes personnalités, différents experts pour parler de différentes thématiques. Vous savez, jusqu'au 30 septembre. Il y a un programme, bien sûr. Nous serons au rendez-vous, par exemple. Prochainement, après les résultats du bac, on va inviter des conseillers pédagogiques qui vont interagir avec les jeunes qui seront sur place pour les aider à faire leur choix. L'orientation bien sûr scolaire aussi, c'est très important. Alors beaucoup d'activités, vous avez pensé à tout, avec surtout le lieu qui est assez particulier. Ça se passe à l'Achour, c'est au niveau de l'Achour. C'est un lieu. Maintenant, c'est le lieu, il appartient au Centre algérien du développement du cinéma. Oui. Bon, pour que le public puisse le reconnaître, c'est l'ancienne faïencerie, alors que nous avons quand même amélioré. Alors vous avez aussi l'espace Khaïma, avec une qa'da shabi. On invite aussi même des humoristes qui peuvent prendre plus d'une cinquantaine de familles, plus de 150 personnes, et qui peuvent aussi consommer Alors vous avez bien aménagé, vous avez pris les lieux en avril, vous me disiez, et vous avez beaucoup travaillé pour bien entendu cette installation. Donc vous avez gazonné, vous avez installé donc même des il y avait jeux, les hangars. manèges. Par exemple, on a l'espace jeu où on trouve le air hockey, le baby-foot, le billard. On a ajouté des tables de jeux d'échecs, les dominos. Il y a aussi même le nouveau jeu tendance, je ne me rappelle pas. Bon, dans les Tchèques aussi, nous avons y pensé, les jeux de cartes. Il y a même une boîte aussi qu'on avait fait appel à elle, qui font le mur escalateur pour les enfants et pour les adultes aussi. Et il y a aussi le paintball. Il y a quand même 3 parcours. C'est eux qui nous ont parlé de votre Médina. D'accord, c'est bien. Ils étaient venus nous parler de paintball et surtout les soirées qui allaient commencer durant Ramadan. C'était la deuxième semaine, bien sûr, de Ramadan. Et puis, ils nous avaient annoncé leur participation aussi à la Médina. Oui, voilà. Et en plus de ça, il y a quand même un grand espace pour enfants. Il y a des jeux gonflables de différentes sortes. Il y a des balançoires. Et on va voir tout ça en images. Puisque notre journaliste a pu nous rapporter donc ces images. On va voir ensemble comment s'est déroulée cette première soirée, bien entendu en présence des ministres qui étaient venus pour l'inauguration. On y va, on se retrouve juste après. Baptisé Médinatech, situé dans le quartier d'Al Achour en périphérie de la capitale, Médinatech est un nouvel espace dédié à la détente, aux loisirs, à la culture, au sport et au divertissement, ouvert pendant la saison estivale.
Le visiteur trouve ici tout ce dont il a besoin pour passer une journée agréable. C'est un nouvel espace dédié au divertissement pour les familles et les enfants. Un espace culturel aussi, situé en plein cœur d'Alger. Une bonne initiative. C'est une médina où le tourisme est présent, l'ouverture sur le monde, un espace où le visiteur peut découvrir l'art algérien. Medinatech propose un espace de projection en plein air, une salle de concert, une librairie, un espace d'exposition pour les artistes, ainsi que des ateliers de dessin pour les enfants. Nous avons appelé cet endroit Medinatech. Ce lieu est exclusivement sponsorisé par Algérie Post, les opérateurs publics de télécommunications. Il dispose d'espaces commerciaux, de restauration, de parking pour les visiteurs, d'une connexion Wi-Fi et de distributeurs automatiques que le visiteur peut retirer de l'argent et même payer ses factures. Ouvert au public jusqu'au 30 septembre prochain, Medinatech propose aux familles algériennes des soirées musicales, des films en plein air, des expositions et plusieurs jeux pour les enfants. Voilà, et on a pu voir le ministre de la Culture, Azdine Mehoubi, s'essayer au tir, bien sûr, paintball. C'est tout le monde qui avait essayé. Tout le monde a essayé, avec 4 ministres pour cette inauguration présente. Donc, Madame Houda Iman Faroun, ministre des Postes et Télécommunications, parce qu'il y a un bureau, d'ailleurs, qui facilitera la tâche à bon nombre de personnes. En fait, c'est une annexe de la Poste où ils peuvent retirer de l'argent, ils peuvent payer des factures d'électricité, ils peuvent acheter des timbres, ils peuvent... C'est pratiquement une mini-poste installée au sein du village. Notre ministre de la Communication, Jamal Kawan, qui est aussi présent. Il était présent. Oui, et le ministre du Tourisme. Du Tourisme. Et là, le ministère est présent à travers différents stands de l'artisanat et tout. Et afin d'essayer d'intégrer la culture du tourisme. Voilà, exactement. Alors, beaucoup d'activités, on l'a vu en image, beaucoup de salles aussi, donc, qui sont prêtes à accueillir le public, bien organisées, avec aussi des concerts aussi. Oui, chaque soir, il y a des concerts et juste après l'Aïd, nous avons établi comme un programme, chaque semaine, il y a une tête d'affiche et nous donnons aussi la chance aux nouveaux jeunes talentueux. La nouvelle scène algérienne. Exactement. Et aussi, je vais rajouter aussi que, par exemple, j'ai oublié l'idée. Voilà, l'idée importante, pourquoi on l'avait appelée la Médinatique. Parce qu'au sein de... Elle est connectée. Elle est connectée, voilà. C'est grâce à Algérie Télécom. Et il y a la connexion gratuitement. Technologie de l'information et de la communication aussi, avec ce réseau aussi qui est aujourd'hui indispensable pour bien sûr ces événements. Alors c'est connecté, c'est pourquoi Mourad Wadahi a dit cette petite ville intelligente, voilà. Cette Médina intelligente. Ouais. Et le plus important aussi, que nous allons trouver quand même plus de 140 jeunes emplois directs et indirects, prêt à accueillir tous les visiteurs avec un gros sourire, oui bien sûr. En plus c'est dédié à la région. Aussi il y a une forte population là-bas, il n'y a pas les endroits de loisirs, de détente. Et surtout j'insiste, plutôt je précise que c'est pour toutes les familles. Et là on s'engage au moment où les familles entrent dans la Médinatech, nous assurant la sécurité. À ce moment-là, une fois que les enfants sont là, déjà ils ont l'entrée gratuite. Ils n'ont plus à s'en soucier, il y a des animateurs, des encadreurs, des agents de sécurité et aussi bien évidemment les agents de nettoyage parce qu'aussi nous insistons sur que les lieux restent propres. Voilà. Et en plus de ça... chose très importante, le parking aussi. Oui, il y a un parking qui porte quand même plus de 250 véhicules. Quand même, En plus des alentours, on peut stationner. D'accord. Et donc voilà. L'entrée est abordable aussi? Oui, c'est 500 dinars l'entrée, gratuitement pour les enfants. Et donc, on se pose la question, 500 dinars, il peut aller à la Khaïma, il peut aller au cinéma plein air, il peut aller à la librairie, la galerie d'art, il y a même les ateliers dessin. Alors, parlons de la galerie d'art, il va y avoir bien sûr... et surtout, les concerts sont gratuits. Le responsable de la galerie
qui va organiser tout cela, ou il y aura un responsable de la galerie, bien sûr? En fait, il y a un responsable de la galerie où à chaque fois on ramène des artistes et même des tableaux peu connus. On donne la chance à tout le monde, connu, pas connu. C'est là parce que nous avons quand même jusqu'au 30 septembre. C'est un programme qu'on va à chaque fois... À long terme, bien sûr. Et à chaque fois renouveler avec, bien entendu, toutes ces personnes qui font la culture algérienne. Voilà, bien sûr. Donc Lilia, vous avez pris rendez-vous, ça y est? Oui, c'est clair. Plein de reportages, j'imagine, après Ramadan. Oui. Tout dépendra des événements. Votre petit garçon aussi, vous allez emmener probablement. Bien sûr. Alors, oui, donc plein de reportages en rapport avec les thèmes qu'ils vont faire et avec le programme prévu. Et donc voilà. Alors on a vu aussi ce mur d'escalade que vous avez donc très bien montré à travers donc, cette activité aussi sportive qui va aussi ravir les jeunes et les enfants. Et il y a aussi un petit stade de football, c'est beach football et beach volleyball. Et je vais rajouter quand même... C'est grand donc, hein? Bien sûr. Grand, hein. Et il y a même tout un espace qu'on a appelé espace foot où les familles peuvent se rassembler. Où on peut prendre des glaces, des sorbets, du popcorn, des crêpes, des sandwichs, shawarma, panini et tout cela. Il y a aussi même un espace du gazon où on peut faire même du pique-nique aussi. C'est un endroit... Jusqu'à présent, est-ce que vous avez foule ou pas encore? Les gens commencent à connaître? Alors nous avons eu quand même quelques pics. C'était le week-end. Et puis hier aussi ça a commencé. En attendant quand même juste après l'aide parce qu'on sait que toutes les familles sont préoccupées. En tout cas, bonne chance à vous. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle Rostom Haouchin. Rostom, vous êtes responsable des relations publiques à la Médinatique 2018. Bon courage, Haïdek. Et à très bientôt. On viendra faire des reportages plus précisément avec chaque détail. Hein. Lilia, merci beaucoup. C'est moi, Amel. On vous retrouvera à l'Aïssel Mekferi. Oui, sûrement, comme chaque année. Comme chaque année, du côté d'un hôpital. À la Médinathèque aussi. Avec les enfants. Médinathèque, oui. Très bien, merci à vous. Eh bien, quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Excellente matinée. Toujours merci de suivre nos programmes sur Canal Algérie. Et puis, merci à toute l'équipe. À demain, bien sûr, 9h, 10h30. Au revoir.